Bonjour à tous, bienvenue au Téléstaff du mois de juin. Alors, volontairement, vos micros sont coupés parce que vous êtes nombreux sur ce Téléstaff, ce qui est très bien, mais on ouvrira les micros à la fin de la présentation pour vous laisser poser vos questions et interagir avec notre experte sur le sujet. Donc, bienvenue à tous. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et pour qui c'est la première connexion, je suis Vanessa Poutot, je suis infirmière coordinatrice à l'équipe régionale vieillissement et maintien en autonomie. Donc, j'ai en charge la coordination de ces téléstaffs. Donc, aujourd'hui, on accueille Adeline Boudet, qui est pharmacienne à l'Omédit. Donc, l'Omédit, c'est la structure régionale d'appui et d'accompagnement au bon usage des produits de santé en Centre-Val de Loire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la polymédication, comment prévenir les risques. Donc, avant de lui laisser la parole, je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez dans le chat. Vous allez voir, vous allez pouvoir interagir aussi avec des petites questions qu'on va vous poser dans le chat directement. Et donc, comme je le disais, les questions, on les garde pour la fin du téléstaff. Ce téléstaff est enregistré et il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube du CHRU dans quelques jours. Voilà. Et bien, Adeline, je te laisse la parole. Merci beaucoup Vanessa, merci à l'ERVMA pour cette sollicitation et puis bonjour à tous. Effectivement, cette sollicitation, donc, c'était d'échanger ensemble sur les risques liés à la polymédication, comment on pouvait prévenir. Donc j'espère qu'à la fin, on aura vraiment un temps d'échange et surtout, j'espère que cette présentation va répondre à vos attentes ou aux attentes du plus grand nombre. C'est toujours un peu compliqué de faire une présentation avec un public aussi large. Effectivement, en plus, entre l'EHPAD et le domicile, on sait bien, les problématiques sont différentes. En tout cas, j'ai souhaité voilà, faire une brève introduction. Vanessa a présenté rapidement ce qu'a été l'Omédit, mais je vais prendre quelques secondes pour vous le représenter à nouveau pour que vous compreniez un peu la raison pour laquelle j'ai été sollicitée. Et puis de l'objectif que je me suis fixé en construisant ce téléstaff. On parlera ensemble de la polymédication, effectivement, et on essaiera de définir ce que c'est pour qu'on ait la même vision. Les risques qui sont concrets, des risques concrets que vous pouvez voir au quotidien liés à cette polymédication, comment vous pourriez arriver à réduire, à repérer ces situations à risque et surtout les signaux d'alerte pour pouvoir ensuite agir en équipe et justement prévenir ces risques. Et à la fin, j'ai tout un listing de ressources pratiques que j'ai extrait de notre boîte à outils de l'Omédit Centre qui, je pense, peut vous être utile dans cet objectif que l'on s'est fixé dans ce téléstaff. Et donc, effectivement, un temps de questions-réponses à la fin. Donc, l'Omédit, c'est un observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques. Il y en a un dans chacune des régions. Et donc, on est effectivement une structure régionale. On intervient sur l'ensemble du territoire régional en Centre-Val de Loire. On collabore avec d'autres structures d'appui et des réseaux comme le RVMA et également le Centre de pharmacovigilance, la SRA Caliris, et on travaille de façon étroite avec des professionnels de santé et des représentants d'usagers du territoire qui vont nous aider au travers de groupes de travail qu'on anime, à créer des outils pratiques et de terrain pour vous lorsqu'il n'y a pas souvent de recommandations au niveau régional ou en tout cas lorsque les recommandations régionales ne répondent pas aux besoins de terrain et parfois aux atypies aussi de certains territoires. Donc, on met à disposition des outils qui sont complètement gratuits et en libre accès sur notre site internet, de communication, de formation et d'évaluation sur la qualité et la sécurité liées aux produits de santé. Donc, c'est un véritable accompagnement. Servez-vous, c'est en full accès. On peut accompagner aussi les professionnels à faire certaines expertises médico-éco. Le plus souvent, c'est sur de la cancéro, donc ça vous touche un petit peu moins. L'objectif du téléstaff qu'on s'est fixé, c'était d'essayer d'avoir une approche la plus pratique possible pour les personnes qui étaient impliquées dans la prise en charge des personnes âgées en EHPAD et au domicile, pour comprendre justement ces enjeux liés à la polymédication chez la personne âgée, identifier les risques et donc mieux repérer, évaluer et prévenir ces risques. Donc avec l'aide d'outils dont ceux de l'Omédit que je vous présenterai pour pouvoir agir concrètement en équipe pluridisciplinaire. Donc, j'ai un petit sondage à vous faire passer. D'après vous, alors, selon vous, à partir de combien de médicaments on parle de polymédication?
Donc, c'est mon premier sondage sur Teams. Je ne sais pas si ça va marcher. La question a été posée dans le chat, Adeline également. Est-ce que vous avez le sondage qui apparaît ou pas encore? Oui, c'est bon. Je vous laisse me répondre. Est-ce que vous avez une petite idée entre 3 médicaments, à partir de 5 médicaments, de 7 médicaments, de 10 médicaments ou de 16 médicaments? On commence à parler de polymédication en France. Vanessa, tu vois les résultats ou pas? Oui. Oui. Alors, on est à 41%, 3 médicaments, 44 maintenant, et la majorité pour 5 médicaments. Voilà. Au-delà, personne n'a donné de réponse au-delà de 5 médicaments. On va avancer. Vous avez vu juste. Effectivement, c'est à partir de l'OMS va définir la polymédication comme une administration de nombreux médicaments, donc c'est quand même assez large, prise de façon simultanée, donc un nombre excessif. Et pour être clair, la définition dit que c'est à partir de 5 médicaments ou plus, on est déjà sur de la polymédication. Et cette polymédication va entraîner ce qu'on appelle la iatrogénie médicamenteuse. Je pense que vous en avez toujours entendu parler, mais c'est toujours un petit peu compliqué c'est toujours bon de revoir cette définition. Cette iatrogénie médicamenteuse, ça va donc désigner les effets indésirables qui sont provoqués par la prise d'un médicament ou plusieurs médicaments. Et donc, vous comprenez bien que la polymédication va pouvoir engendrer plus facilement une iatrogénie médicamenteuse avec plus on a de médicaments que le résident, que le patient prend. Et donc, cette iatrogénie, c'est l'ensemble aussi des conséquences néfastes pour la santé qui sont potentielles ou avérées. Et je pense que c'est important ces termes potentiels parce que parfois, on peut avoir des conséquences néfastes qui débutent juste et que vous arrivez à prévenir ou à réduire à l'aide de vos actions. Mais donc, effectivement, il y a une vigilance particulière à l'utilisation de tous les produits de santé. Et cette polymédication, je veux juste faire un point aussi sur la difficulté en EHPAD. Je pense que ça, vous le voyez, parce que vous avez des patients qui sont polymédiqués et plus ils sont nombreux, plus il y a un risque aussi d'erreur sur le circuit du médicament parce que vous allez avoir beaucoup de traitements à gérer. Le sujet âgé ça fait partie de la population à risque. Pourquoi? Parce les personnes âgées, elles sont face à de nombreuses évolutions, tant sur le plan organique que métabolique. Et donc, effectivement, avec l'avancée en âge, on a ce processus, la sénescence, c'est un processus de ralentissement de l'activité vitale chez ces patients, dans cette population. Et donc, vous le savez bien, il y a une altération de la fonction rénale. On va avoir, dans ces périodes justement de forte chaleur, des modifications de sensation de soif avec une attention particulière quand les patients vont avoir des diurétiques au niveau de sa déshydratation plus rapide. Effectivement, on va aussi avoir des pertes musculaires qui peuvent entraîner une réaction avec les traitements qu'ils peuvent prendre, parce que certains traitements qui sont fixés dans les graisses vont se relarguer. Et donc, ou dans les muscles, et donc on va avoir des modifications de symptômes ou d'effets par rapport à certains traitements. Et avec l'avancée en âge, cette vulnérabilité physiologique aussi, on peut avoir une sensibilité accrue à certains médicaments, notamment des psychotropes ou des anticholinergiques, des médicaments qui vont agir au niveau du système nerveux, parce qu'on va avoir une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique plus importante. Avec l'avancée en âge, on a une fragilité comme on vient de le voir avec la vulnérabilité physiologique, mais aussi parce qu'on va aussi avoir des risques d'effets indésirables augmentés parce qu'on va avoir aussi plus de médicaments et aussi on a plus de médicaments parce qu'on va avoir plusieurs pathologies associées. Le risque de dénutrition va avoir un rôle aussi sur cette polymédication parce que certains médicaments qui se fixent à des protéines qui se trouvent dans le sang, lorsqu'ils sont moins fixés à cette protéine dans le sang, finalement, ils vont être libres et donc ils vont avoir une action plus importante. Et les antivitamines K, les AVK, vont pouvoir entraîner un effet plus important lorsque vous êtes face à un patient dénutri. C'est important de parler aussi du parcours du patient âgé et de cette fragilité qui peut être liée à ces
cette pluripathologie parce qu'on va avoir plusieurs prescripteurs et donc on a un risque plus élevé de polyprescription croisée, on va dire, parce que vous savez, le médecin traitant va être en mesure de prescrire des médicaments, va le plus souvent prescrire des médicaments pour des pathologies courantes. En parallèle, on va avoir un cardiologue qui va ajouter des traitements spécifiques pour le cœur, un endocrino qui peut prescrire des médicaments pour le diabète. Et parfois, il y a des prescriptions qui peuvent se croiser, une multiplicité de prescriptions qui va augmenter cette polymédication et ces risques liés à la polymédication. Et donc, il y a aussi quelque chose d'important à prendre en compte avec cette population, cette avancée en âge, c'est qu'on a donc une évolution physiologique du corps qui va faire que certains traitements, par exemple des traitements pour le cœur, qui étaient bons à telle dose lorsque le patient avait été diagnostiqué avec un problème cardiaque à 60 ans, quand ils arrivent avec l'avancée en âge, à 80 ans, finalement, cette dose-là n'est plus adaptée et donc le médicament va potentiellement devenir inapproprié pour son âge et donc il va falloir trouver des alternatives, même s'il l'a pris toute sa vie, jusqu'à maintenant sans aucun problème. Je vous présente quelques chiffres. En moyenne, vous le voyez bien, et je suis surprise, vous avez bien pris en compte agréablement surprise, vu que vous étiez tous autour de plutôt des 5 molécules à partir de polymédication. Mais effectivement, en moyenne, à partir de 65 ans, on a, donc c'est la population la plus touchée, on a souvent 8 molécules et jusqu'à 12 molécules pour les hyperpolymédiqués. Et je pense que ça ne vous surprend pas, vous qui travaillez, pour une partie de vous qui travaillez en EHPAD, pour voir plus de 12 molécules parfois qu'on l'on retrouve ou au domicile. Donc 87% des résidents d'EHPAD prennent plus de 5 médicaments par jour. On a aussi un chiffre qui n'est pas anodin, 40% des personnes âgées à domicile sont polymédiquées avec plus de 5 médicaments pour les plus de 75 ans. Donc c'est près de la moitié des personnes âgées aussi au domicile. Donc c'est pas anodin. On a 30% des événements indésirables graves qui sont liés à des problèmes de iatrogénie, donc comme on l'a vu au début, des problèmes d'effets indésirables graves, d'effets indésirables liés aux médicaments. Et donc, c'est là où on a un enjeu important de tous être sensibilisés et formés sur ces effets liés aux médicaments. Cette polymédication, on en parle beaucoup avec aussi des réflexions autour de la pertinence de cette polymédication avec l'avancée en âge. Est-ce qu'il y a certains traitements qu'on doit continuer à prescrire alors que finalement certains traitements sont plus sur de la prévention primaire pour des espérances de vie. Bon, après, il y a des enjeux éthiques, hein, évidemment, mais lorsqu'il y a des effets indésirables ou des comorbidités associées, il faut toujours se poser la question de la pertinence de cette polymédication. Je me voyais pas vous parler de polymédication sans parler de la cascade médicamenteuse. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vrai que ça peut être une des raisons pour lesquelles parfois il y a une polymédication qui pourrait être réévaluée. Et c'est un sujet qui est difficile à traiter, cette cascade de prescription. Elle se produit lorsqu'on a une réaction indésirable d'un médicament, en fait, et qui va être traité par un nouveau médicament supplémentaire. Et donc, c'est comme ça qu'on va être en mesure d'ajouter des nouveaux traitements. Et c'est pas toujours donc facile de les identifier, ces cascades médicamenteuses, et d'arriver à déprescrire par la suite. Mais effectivement, il y a des enjeux. Et si vous voulez, j'ai des exemples à vous présenter si vous voulez qu'on en parle un petit peu à la fin. J'ai un exemple qui est assez flagrant, mais qui peut permettre de revoir, d'arriver à éliminer une partie des médicaments pour limiter cette polymédication. Donc, il faut la prendre en compte. Je vois pas du tout s'il y a des questions ou des interventions, hein. Tu me dis s'il y a des choses clés, hein, dans le chat, hein, Vanessa. Ouais, j'ai déjà 2 questions, mais comme on avait dit, peut-être à la fin de la présentation. Mais là, c'était comment évolue la polymédicalisation? Les médecins, hôpital et médecins traitants nécessitent pas maintenant de réduire le nombre de médicaments? Il y a une dynamique dans ce sens, effectivement. Tu me la reposeras tout à l'heure, on en reparlera Ouais, aussi. ça marche. Les risques concrets, effectivement, sur cette polymédication, donc
vous les connaissez, vous les comprenez facilement, hein. Ça expose à des interactions médicamenteuses avec soit des effets cumulés des traitements ou des effets toxiques de certains traitements, voire des inefficacités de traitement. Il y a des traitements qui vont annihiler certaines thérapeutiques par leurs actions, leurs mécanismes d'action. Et cette polymédication aussi, elle peut entraîner des pratiques à risque parce que plus on a de médicaments, plus ça peut être difficile d'assurer une observance, une adhésion du traitement par le patient ou par les aidants. On peut avoir des difficultés au niveau des préparations à l'avance qui peuvent être à risque parce que plus on prépare, je pense par exemple à des préparations de gouttes où on peut avoir tendance à broyer des médicaments qui, eux, soit peuvent être inefficaces ou effectivement interagir entre eux lorsque le broyage de médicaments est réalisé en avance et que les principes actifs restent longtemps ensemble, broyés avant l'administration. Donc on va avoir des effets indésirables liés à cette polymédication qui sont à repérer. Donc ça va être, on va en parler tout à l'heure et tous ces effets indésirables vont entraîner des complications et des impacts au niveau sanitaire avec, effectivement des hospitalisations évitables. Il faut, prendre en compte que, cette exposition d'interactions médicamenteuses, il y a des chiffres qui donnent que ça multiplie par 2,5 fois le risque d'hospitalisation évitable et donc on a à peu près jusqu'à 9 000 hospitalisations qui peuvent être évitables par an en France, en lien avec ces interactions médicamenteuses et 10 à 15% des hospitalisations des plus de 75 ans sont en relation avec les médicaments. Donc c'est important d'en parler ensemble. Je vous ai extrait quelques situations à risque, que vous pourriez repérer et je les ai plutôt mentionnées comme des pré-risques, c'est-à-dire avant le risque. C'est des automatismes, des réflexes auxquels vous pourriez penser. Effectivement, de vérifier l'automédication ou des usages de médicaments qui sont non prescrits, donc au domicile, mais je pense qu'en EHPAD, ça peut être aussi le cas, ce sera à vous de me le dire, avec des traitements qui peuvent être parfois apportés par les patients, par les familles, les aidants. Alors je sais bien que je pense que c'est un message que vous passez, mais toujours vigilance à ces traitements qui sont pris en parallèle. On a parlé de l'évolution de l'altération physiologique avec l'avancée en âge. Donc on a les reins, le foie qui fonctionnent plus lentement. Donc ça peut modifier certains traitements. On peut avoir effectivement une élimination qui va être ralentie. Et donc, on va avoir des effets toxiques potentiels plus importants. Et le déficit sensoriel, j'en parlerai aussi parce que, effectivement, lorsqu'on a une perte auditive ou une perte visuelle, ça peut compliquer la compréhension du patient ou du résident sur le suivi du traitement. Le suivi, je sais que vous les accompagnez plus en EHPAD, mais effectivement, ça touche plus le domicile dans ce cas. L'absence de prise en charge intégrée et pluridisciplinaire, ça c'est effectivement quand il y a on a parlé, hein, des problématiques d'ordonnance qui se conjuguent, on voit que la polymédication a plus de risques, d'effets néfastes chez le patient, lorsqu'il y a un manque de communication dans le parcours patient. Des événements aigus, là on voit bien les fortes chaleurs, soit sur la conservation des traitements, soit effectivement sur le résident ou le patient lui-même, effectivement, où les traitements vont avoir un effet différent chez le patient en cas de fièvre ou en cas d'infection. Les personnes isolées, donc c'est effectivement là plus sur le domicile, on peut avoir des confusions fréquentes qui sont observées chez les personnes âgées et isolées, parce qu'elles elles sont plus vulnérables aux erreurs de prise. Elles vont pas avoir de personnes ressources vers lesquelles se tourner lorsqu'elles ont un doute ou parfois même le doute n'arrive même pas et d'autant plus lorsqu'il y a des multiples prises quotidiennes ou voire des prises hebdomadaires. Il y a certains médicaments qui se prennent qu'une fois par semaine au milieu d'autres médicaments qui se prennent tous les jours, donc il peut avoir plus facilement des erreurs de prise. Les nouveaux traitements, donc ça c'est une situation aussi pré-risque que sur lequel vous pourriez être plus vigilant sur les patients qui vont avoir un nouveau traitement, un ajout ou un changement en cours d'ajustement parce que le patient résident va pouvoir être plus sensible et va pouvoir avoir une interaction justement avec les autres médicaments qu'il a déjà en place. Et puis les médicaments à risque, on identifie quand même déjà chez la personne âgée des médicaments sur lesquels vous pourriez être plus, et je pense que vous l'êtes déjà, plus vigilant.
des psychotropes, des somnifères, des benzodiazépines, des anxiolytiques, des hypotenseurs, les traitements justement anticoagulants ou anticholinergiques qui sont retrouvés dans quand même des effets anticholinergiques dans de nombreux traitements. Il y a des signes d'alerte sur lesquels vous pourriez, aussi vous pouvez être, plus vigilant et se dire: «C'est en lien avec un traitement». Ça peut être en lien avec le traitement et vous appeler à aller chercher un petit peu plus loin ou à alerter si vous n'êtes pas dans le corps médical, à alerter le médecin ou le pharmacien, pour essayer d'analyser justement la prescription ou en tout cas, effectivement, en parler en équipe et donc ces signes d'alerte, je vous en ai extrait, je pense, ceux qui sont les plus fréquents. N'hésitez pas aussi à mettre dans le chat ceux auxquels, que j'aurais pu oublier, auxquels vous pourriez penser. La somnolence, excessive qui tout d'un coup arrive, avec une somnolence en journée alors que normalement le patient était beaucoup plus alerte, la journée et qui tout d'un coup va avoir du mal à suivre une conversation. L'instabilité posturale ou des troubles de l'équilibre qui peuvent être récents avec une démarche hésitante. Donc là, je pense, quand c'est en ville, le patient est en ville, tout d'un coup, il va avoir, voilà, plus de mal à avancer, des difficultés à se lever ou des chutes inexpliquées dont il va pouvoir évoquer. Des confusions mentales, des troubles cognitifs qui vont arriver, soudainement, avec parfois des agitations aussi inhabituelles. Vous devriez penser aussi aux médicaments. Des signes physiques, donc on peut penser à des troubles digestifs, des pertes d'appétit soudaines, mais il y a aussi des signes physiques qui peuvent, être liés à des médicaments ou des interactions médicamenteuses entre elles, des éruptions cutanées ou des troubles visuels et effectivement des anomalies de prise, qui peut être un signe d'alerte comme des piluliers désorganisés lorsque vous êtes au domicile ou, vous voyez des doublons ou, voilà, bah, là après c'est la vigilance en EHPAD, c'est un peu moins, vous êtes un peu moins concerné par ça. Pour repérer ces situations à risque, bah, c'est évident, c'est important et je vous remercie d'être là aujourd'hui parce que je pense que j'espère pouvoir vous donner les outils pour participer à cette formation et cette sensibilisation pour ce repérage. Donc c'est effectivement la diffusion de formations et d'outils pratiques à destination des soignants et sans oublier aussi les informations, et les éléments de langage que vous pourriez acquérir pour transmettre cette information auprès des patients, des résidents et des aidants qui peuvent aussi participer effectivement à ce repérage de situations à risque liées à la polymédication. Et là, pour faire, une petite pause parce que je n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, je vous fais un exemple de formation que vous pourriez diffuser si vous n'avez pas encore eu la connaissance de ces vidéos, et justement on parle de polymédication. Donc je vous laisse, le début de cette présentation, mais c'est effectivement ça répond aussi à l'enjeu de ce téléstaff. Somnolence, chute et médicaments chez le sujet âgé, savoir repérer les risques de chute et alerter. Particulièrement chez un patient âgé, fragile et polymédiqué, une somnolence peut entraîner une chute. Avez-vous pensé à regarder d'un peu plus près ces traitements ? Bonjour. Monsieur K est venu ce matin. Il m'a annoncé qu'il se sentait fatigué et confus dans la journée depuis quelque temps. Situation à risque de chute. J'ai regardé ses ordonnances. Je suspecte que ce que ressent Monsieur K en ce moment pourrait être lié à ses traitements. Qu'en pensez-vous? Bonjour, merci pour ce retour. Effectivement, ce patient prend beaucoup de médicaments. Je vais réévaluer l'ensemble de son traitement et vous tiens informé. Monsieur K m'a demandé du Donormil et du Vogalib si besoin, car il part en voyage. L'alprazolam est un anxiolytique de Somnolence. Hop, voilà. Donc là, je m'arrête là, mais effectivement, on voit dans cette petit extrait, cette vidéo, qu'il y a un enjeu d'interagir, de repérer parmi quelques signes qui peuvent être anodins, des signes qui peuvent être liés effectivement au traitement. Le pharmacien là, qui appelle le médecin pour voir s'il n'y a pas aussi d'autres médicaments et qui informe aussi de l'automédication demandée par le patient qui peut accentuer les risques liés
les risques, les effets indésirables qui commencent à se produire et qui commencent à être identifiés. Et donc, il y a un enjeu fort d'évaluer cette évaluation pluridisciplinaire régulière. Je sais que vous l'entendez souvent, hein, mais je pense que c'est aussi un sujet de pouvoir avoir ce réflexe de se tourner sur certains traitements et sur en lien avec cette polymédication, de se retourner vers le médecin, le pharmacien pour soit réévaluer le traitement, en tout cas l'informer le plus tôt possible auprès du médecin pour qu'il y ait une adaptation des posologies et qu'il soit informé de la situation clinique pour ce patient, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de ces traitements et ça serait dommage de prendre ce risque qui peut être évitable. Le pharmacien va pouvoir vous aider à analyser et détecter les interactions médicamenteuses existantes et proposer des alternatives, soit sur des broyages, soit sur des posologies, des formes. Et au niveau des aides-soignantes, il y a effectivement vous avez le rôle fort de l'observation quotidienne et du repérage pour signaler les changements comportementaux qui peuvent être signalés donc en fonction de vos canaux de communication auprès du médecin ou de l'infirmière le plus souvent. Et l'infirmière qui, elle, est le garant de la sécurité de l'administration du médicament, va pouvoir effectivement signaler les effets indésirables, souvent aussi en lien avec le suivi et la réévaluation qu'elle fait sur la thérapeutique et la réévaluation justement de l'état du patient. Et donc, on a des outils qui vous permettent de repérer cette iatrogénie liée à la polymédication. Il y a des outils de repérage précoce que vous pouvez utiliser. Et là, je vous parlerai de l'outil du programme ICOP de l'OMS. C'est surtout le RVMA qui pourra mieux vous en parler que moi pour repérer précocement des fragilités autour de l'audition, la vision, la mobilité, l'athymie et la nutrition. J'en ai peut-être oublié, mais en tout cas, vous allez avoir des liens dans le chat et on vous a préparé aussi une boîte à outils avec Vanessa pour que vous repartiez avec tous ces liens. Mais effectivement, des attentions particulières lorsqu'il y a des changements de comportement ou des fragilités qui pourraient être le mieux cadrées. L'accompagner. Une vérification systématique. Alors, on sait bien que c'est compliqué de revoir régulièrement les ordonnances, mais effectivement, d'essayer de les revoir au mieux, de s'assurer aussi que vous ayez l'ensemble des informations des traitements pris par le patient ou par le résident, avec donc aussi une réévaluation régulière de l'état physiologique du patient pour adapter les prescriptions. Cette réévaluation des prescriptions, il y a des outils d'aide qui existent et effectivement, on le sait bien, hein, ça ne remplace pas l'approche individualisée du patient, mais il y a des outils qui existent et qui peuvent vous permettre d'avoir un échange cadré aussi entre professionnels. Notamment, je pense, n'hésitez pas à vous servir de la conciliation médicamenteuse lorsqu'elle est faite en établissement sanitaire par des pharmaciens ou l'exploitation aussi des bilans partagés de médication. C'est des revues de médication qui sont faites avec l'expertise du pharmacien pour justement mettre en évidence certaines interactions médicamenteuses ou certains conseils apportés sur la poursuite ou l'intérêt du maintien ou non de certains traitements. Il y a des outils d'évaluation effectivement aussi explicites qui existent, comme le livret thérapeutique gériatrique qui a été fait. Il y en a un en région, mais il y en a dans d'autres régions. Il y a les guides de prescription PAPA ou des outils Stop and Start. Mais je pense qu'au niveau du corps médical, vous êtes bien informés. Il y a des fiches spécifiques et ça, certaines sont plus axées médecins, pharmaciens, mais il y en a d'autres qui sont vraiment accessibles aussi autant pour les infirmiers, les aides-soignants et qui vous permettent d'échanger aussi en équipe sur identifier justement les risques propres à chaque médicament. Donc, il y a des outils Omedit que je vais vous présenter là, mais il y a aussi des outils disponibles au niveau de la Haute Autorité de Santé ou la NSM avec là, justement, je pense à ça, avec ses fortes chaleurs, à la page qui est dédiée à la conservation des médicaments en cas de forte chaleur. Et n'hésitez pas aussi à vous servir des fiches patients et des vidéos spécifiques qui permettent de connaître la posture et le langage que vous pourriez apporter auprès de ces patients.
Donc, c'est vraiment non exhaustif, mais je vous ai ressorti effectivement, si vous ne la connaissiez pas, cette checklist d'admission en EHPAD. C'est un outil qui se voulait pratique, qui a été réalisé par le groupe de travail gériatrie en région pour l'optimisation de la prise en charge médicamenteuse des résidents, mais elle peut être exploitée, réexploitée aussi pour le domicile, et c'est pas que à l'admission en EHPAD, mais en tout cas, effectivement, elle permet, là, il y a un article tout récent qui est sorti sur, elle permet d'accompagner à cette revue médicamenteuse pour voir si on peut arriver à limiter cette polymédication chez nos personnes, patients âgés. Et il a été élaboré sur 5 axes principaux. La vigilance autour du statut vaccinal, des allergies médicamenteuses pour s'assurer qu'elles aient bien été toutes prises en compte et que cette information arrive à l'ensemble des acteurs sur la prise en charge médicamenteuse, les données biologiques récentes et significatives et des facteurs de risque qui peuvent prédisposer à une iatrogénie médicamenteuse chez ces patients ou ces résidents âgés. Donc là, vous avez le lien de téléchargement en face et pense que Vanessa peut-être peut vous la mettre dans le chat si elle trouve le lien. On a parlé de la revue de médication et effectivement, je refais un point sur ce qu'est la conciliation médicamenteuse, ce qu'est le bilan partagé de médication. En gros, c'est la même chose, c'est de la revue de médication avec un cadre donné. La conciliation médicamenteuse, c'est un cadre qui a été donné par la Haute Autorité de Santé et généralement, elle est réalisée en établissement sanitaire ou dans les EHPAD avec des PUI. Et donc, le pharmacien hospitalier va pouvoir, avec l'équipe hospitalière, réaliser une conciliation, c'est-à-dire qu'il va à partir de minimum 3 sources, rechercher l'ensemble des traitements qui sont prescrits et qui sont pris par le patient qui ne sont aussi pas prescrits, l'automédication. Il va lister l'ensemble de ces traitements pour pouvoir aboutir à une ordonnance la plus à jour et la plus complète et en cours d'hospitalisation et de donner des explications pourquoi on arrête ou on maintient en lien avec les médecins de l'hôpital, pourquoi on arrête ou on maintient ces traitements. Et l'idéal, c'est que ce bilan thérapeutique de conciliation médicamenteuse arrive jusqu'au médecin traitant, jusqu'au médecin co quand il y a des transferts de patients. Donc, n'hésitez pas à demander quand il y a une hospitalisation, s'il y a une conciliation médicamenteuse qui est faite. Et normalement, ça devrait monter en charge au niveau des établissements sanitaires. Elle devrait être mise en place dans les prochaines années dans la majorité des établissements, avec évidemment une priorisation des patients en interne. Mais le plus souvent, ça concerne les patients âgés polymédiqués. Le bilan partagé de médication, c'est le pharmacien d'officine qui peut le réaliser et il y a une prise en charge à partir des patients qui ont plus de 65 ans et au moins 5 molécules prescrites avec une durée de plus de 6 mois de traitement de plus de 6 mois, égal ou voilà, supérieur ou égal à 6 mois. Donc finalement, vous avez beaucoup de patients qui peuvent être concernés. Le livret thérapeutique gériatrique c'est une liste positive de traitements adaptés aux personnes âgées. Et la façon de l'utiliser au sujet âgé, c'est lorsqu'il y a une initiation de traitement, c'est de vérifier s'il est bien dans le livret. Dans ces cas-là, le groupe de travail a estimé qu'il n'y avait pas de souci de le prescrire chez la personne âgée. Ce n'était pas un médicament inapproprié. Et aussi, ça peut vous aider de réévaluer le traitement chez un résident ou un patient, s'il est bien présent dans le livret, vous pouvez poursuivre ce traitement. On évoque dans ce livret certaines interactions fortes, les plus fréquentes rencontrées sur les traitements. Et également, on a des conseils d'administration, donc c'est utile pour les infirmières pour vérifier s'il y a des conseils spécifiques liés à chaque traitement. Donc allez-y, c'est un outil qui est aussi disponible. Il y a eu déjà aussi toute une boîte à outils spécifique à l'EHPAD qui était disponible, qui va compléter celle qu'on peut vous envoyer. Donc c'est ce qu'on appelle l'infomédite médicaments en EHPAD. Mais je vous ai évoqué aussi l'intérêt d'avoir des outils à destination des patients
pour les accompagner. Effectivement, sur les benzodiazépines, on a des outils qui sont à destination des patients pour leur rappeler et pour vous rappeler aussi que, effectivement, normalement, il n'y a pas de traitement de benzodiazépines de plus de 3 mois. Et donc, il peut y avoir des effets indésirables forts sur cette prise au long cours de benzodiazépines. Donc, effectivement, il y a des alternatives, des prises en charge non médicamenteuses. Il y a un accompagnement à faire, hein, on n'arrête pas ces traitements brutalement, mais voilà, au moins, vous pouvez essayer d'avoir l'adhésion des patients au travers de ces fiches patients qui ont été réalisées pour leur expliquer l'intérêt d'arrêter cette benzodiazépine s'ils y arrivent à le faire. Les inhibiteurs de pompe à protons, les IPP, je voudrais en parler parce qu'effectivement, on en voit encore beaucoup prescrits et ils font partie des médicaments qui sont prescrits dans le cadre des cascades médicamenteuses parfois, et parfois pour lesquels on retrouve pas d'indication spécifique. Et donc, il y a des fiches de bon usage qui sont disponibles sur les IPP. Tout un kit qui est disponible pour vous aider à voir si il faut maintenir ou non la prescription de ces inhibiteurs de la pompe à protons qui clairement peuvent avoir des effets néfastes à long terme en chronique chez les patients âgés. Je pense à des chutes, je pense à des troubles gastriques, je pense voilà, à plein de choses. Et une chose qui est souvent méconnue, c'est qu'un IPP broyé n'a vraiment aucun intérêt. Et donc, quand vous utilisez les oméprazoles ou le lansoprazole en broyé, il n'a plus d'effet au niveau de votre patient. Donc, dans ces cas-là, autant le déprescrire s'il est broyé en systématique. Il y a des recommandations de bon usage. Donc, on parlait des pratiques à risque et effectivement, il y a des recommandations à suivre aussi. Donc là, je vous ai mis une fiche de bonne pratique sur l'administration des solutions buvables multidoses de préparation. La polymédication, souvent, est conseillée avec l'utilisation ou l'intervention soit d'infirmières au domicile, ou en tout cas, donc effectivement, c'est plus au domicile, mais il y a toute une démarche aussi pour réaliser des piluliers sans erreur. Et donc, il y a des outils pratiques comme ça et ludiques qui peuvent être exploités pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur lorsqu'il y a une réalisation de pilulier, parce que plus il y a de médicaments à préparer, plus il y a de risques d'erreur, comme on l'a pu le voir. Le broyage, c'est pas sans danger et effectivement, il y a des alternatives. Il y a des choses qui ne doivent pas être de médicaments qui ne doivent pas être broyés et donc c'est important de rappeler aussi, les raisons pour lesquelles, le broyage des médicaments peut être à risque et donc finalement aussi quand on a beaucoup de médicaments, on augmente ce risque. Et donc il y a un outil qui est ludique avec tout un parcours pour s'assurer que toutes les informations sont bien reçues par l'ensemble des soignants. Et donc, je vous ai mis le permis de broyage qui est ici avec un lien vers un e-learning gratuit, une évaluation pratique et une mise en pratique. Donc, c'est une façon aussi de se poser des questions en équipe et de réévaluer les pratiques. Et parfois des gains de temps parce que ça peut faire perdre du temps aussi toute cette préparation. Je ne sais pas si vous aviez eu vent du dernier escape game aussi qui a été fait. Donc ça, c'est plus pour aussi prendre du temps ensemble ça dure juste 30 minutes, je crois, ce jeu, pour revoir aussi des risques clés sur le circuit du médicament. Donc c'est pas que la polymédication, mais effectivement, souvent, c'est lié à la prise de nombreux médicaments ensemble. Donc là, on essaye de découvrir au travers d'un escape game les bonnes pratiques et de se rappeler les bonnes pratiques autour du résident, du patient âgé. Je vous ai montré un extrait tout à l'heure des vidéos qui sont disponibles sur le e-learning, sur la formation pour savoir repérer les risques liés aux médicaments. Et j'insiste sur le fait que ces vidéos ont été construites avec de nombreux experts de la région, mais elles ont été construites vraiment pas uniquement sur le corps, à destination du corps médical. Donc, c'est vraiment à une destination d'un profil professionnel de santé plus large pour que vous soyez tous acteurs dans cette sensibilisation au risque lié aux médicaments qui peut entraîner des chutes chez le patient âgé. Et on voit qu'on a encore beaucoup de chutes on a un tiers des chutes qui peuvent être chez les plus de 65 ans. Plus de 65 ans, je crois, voilà, chute dans l'année et plus de 85 ans, il me semble que c'est... il y a deux personnes sur 3 qui chutent dans l'année à partir de 85 ans et une personne sur 3 à partir de 65 ans.
Donc servez-vous de ces vidéos, elles sont ludiques comme vous avez pu le voir, parfois un peu précises sur les traitements, mais elles vous permettent, là c'est un exemple, de vous rappeler certaines données sur des symptômes évocateurs. Et effectivement, parfois ça va un petit peu plus loin sur les traitements, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un personnel médical, un pharmacien ou un médecin pour répondre à ces questions. Et je clôturerai cette présentation avec 3 éléments que vous pourriez retenir, je l'espère. Que la polymédication, donc c'est vraiment quelque chose qui est fréquent. Ça concerne beaucoup de personnes âgées en EHPAD et près de la moitié, comme on a vu, au domicile. Il y a de nombreux risques qui peuvent être évités en lien avec cette polymédication, notamment avec une surveillance adaptée, une réévaluation régulière avec l'analyse de la pertinence de chacun des traitements. Et chacun de vous, autour de cette table virtuelle, vous êtes des acteurs clés, et je pense qu'aussi vos collègues. Et donc, c'est vrai que c'est avec cette vigilance partagée qu'on peut avoir un meilleur usage des médicaments et prévenir de ces complications évitables. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez toutes les coordonnées qui sont présentes. Merci Adeline pour cette belle présentation. J'ai pu au fil de l'eau envoyer dans le chat tous les liens en fonction des sujets que tu as pu évoquer. Je vais reprendre 2 questions qui ont été mises dans le chat en début de présentation. La première, c'était par rapport au nombre de médicaments. À partir de combien de médicaments on parle de polymédication? Et suite à ça, il y avait la question, est-ce que dans les 5 médicaments, on inclut les collyres et les pommades? Oui, moi j'ai envie de dire oui, parce qu'on a le 5, c'est effectivement des médicaments qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il y a des collyres, ou des pommades qui vont avoir des effets soit systémiques ou en tout cas des interactions, des effets indésirables. Et donc effectivement, il y a des vigilances à avoir aussi sur ces traitements. Très bien, Oui. merci. Alors, je reprends la question qu'on a pu évoquer aussi tout à l'heure, qui était comment évolue la polymédication? Les médecins n'essaient-ils pas de réduire le nombre de médicaments? Voilà, c'était ça la question. Je m'arrête là. Alors, aujourd'hui, il y a toute une campagne sur la déprescription, hein. Je sais bien que, alors moi, déprescription, c'est un terme personnellement où j'ai quelques difficultés à l'utiliser larga manu, mais il y a un réseau national de déprescription qui est en train de se monter en France. Il y a de très bonnes recommandations sur comment réévaluer effectivement cette pertinence de prescription autour de la polymédication, qui ont été autour d'un réseau qui a été construit par initialement les Canadiens, et ça se diffuse à l'aide de la Société française de gériatrie et de gérontologie. Mais effectivement, c'est plus de la juste prescription. C'est toujours compliqué de se dire il ne faut pas déprescrire pour déprescrire, hein, parce qu'effectivement, on peut, en déprescrivant, on peut arriver à des nouveaux effets indésirables. Il y a un accompagnement à faire. C'est vraiment de la juste prescription à adapter. Mais voilà, on le sait bien qu'il y a cette démarche, mais malheureusement, la polymédication est quand même, comme vous pouvez le voir, encore fortement en place. Et puis, il y a parfois aussi des sollicitations des patients qui ne comprennent pas pourquoi on veut arrêter des traitements qu'ils ont depuis des années, et je pense aux benzodiazépines, et pour lesquels ils ont du mal à se passer. Et donc là, il y a un enjeu aussi, et je sais que les prescripteurs, et je sais aussi que des infirmières accompagnent, et les pharmaciens accompagnent la population, mais il y a un enjeu aussi d'acculturation générale qui est en cours sur cette déprescription. Mais il ne faut pas s'arrêter, parce qu'il faut participer à cette dynamique. Merci Adeline. Une autre question en lien avec le domicile. Comment repérer les situations à risque et les prérequis? Donc ça, c'est toi qui l'avais posé la question. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir des retours d'expérience par rapport à vous qui êtes connectés et qui travaillez à domicile. Donc, je vous rappelle, comme j'ai dit dans le chat, les micros sont ouverts. N'hésitez pas à intervenir en levant la main. Comme ça, on vous laisse la parole. Et en attendant vos interventions, il y a une autre question qui vient d'arriver. Donc, une personne qui est employée à la CPAM Loire-Atlantique qui se pose 3 questions. La première, c'est est-ce que des interventions sont réalisées en CPTS et ou MSP? Ensuite, qu'est-ce que vous pensez de l'enjeu de la santé environnementale liée à la polymédication?
et donc de la déprescription, le mot que tu n'aimes pas. Et est-ce que les documents sont diffusables dans d'autres régions? Je vais commencer par la question la plus facile. Les documents, vous pouvez vous servir, ils sont en libre accès, donc oui. Côté santé environnementale, c'est un sujet intéressant et je pense que ça va participer à cette dynamique de travail sur la polymédication, de juste prescription et forcément en lien avec cette déprescription, parce que effectivement, ça pousse à se poser des questions sur est-ce qu'on n'a pas des médicaments qui sont parfois prescrits à tort. On voit bien qu'il y a encore des collègues infirmiers qui vont au domicile et qui se rendent compte que les médicaments sont prescrits, mais ils ne sont pas utilisés. Il y a des stocks incroyables de médicaments au domicile des patients et donc finalement qui ne sont pas utilisés, qui sont perdus. Et donc au niveau environnemental aussi, il y a des parfois qui sont jetés dans des poubelles usuelles au lieu d'être ramenés à la pharmacie d'officine. Et donc, effectivement, il y a un enjeu sur cette santé environnementale. Et donc, il y a une dynamique qui est en cours. Je pense au niveau des établissements sanitaires. La HAS l'a inscrit dans l'enjeu de certification des établissements sanitaires. Mais je sais que voilà, toute cette culture générale autour de l'enjeu environnemental, santé environnementale, va permettre de diminuer d'agir aussi sur cette polymédication qui pourrait être évitée, avec même peut-être des résidents ou des patients qui pourront dire je pense que celui-ci, de toute façon, je ne le prends pas. Et donc, au moins, il ne fera pas des stocks d'écureuils chez lui. Côté intervention, CPTS et MSP, je promeus l'utilisation des outils qui vous sont présentés. Je sais que j'ai travaillé avec l'URPS pharmacien de la région Centre-Val de Loire pour proposer d'animer des ateliers en lien avec la prévention des chutes liées aux médicaments en utilisant les outils qui sont accessibles. Donc, effectivement, je sais qu'il y a des CPTS qui sont très dynamiques et des MSP aussi qui sont dynamiques. Après, ça va être au cas par cas. Il faut essayer d'interroger vos régions. Parfois, l'ARS peut être informée des actions qui sont portées parce que c'est en lien avec les contrats qui sont signés avec les CPTS. Et puis aussi, je vois le RVMA, je sais que vous suivez de près, par exemple, les actions qui sont menées sur le plan anti-chute et auprès des CPTS. Donc, il y a des équipes qui recensent ces actions. Moi, je n'ai pas cette connaissance-là, mais en tout cas, les outils sont accessibles pour pouvoir aider à intervenir et animer des présentations ou des ateliers dans ce sens. N'hésitez pas, si je n'ai pas clairement répondu à la question, à reprendre. Adeline, est-ce que dans les 6 besoins, les médicaments 6 besoins sont inclus dans les 5 médicaments à partir desquels on parle de polymédication? Merci beaucoup pour cette question parce que en préparant cette présentation, j'y ai pensé. Et effectivement, oui. Oui, il faut le prendre en compte parce que les médicaments en si besoin, on le voit, on voit dans certains. J'ai eu un groupe de travail récemment, alors c'était en psychiatrie, mais où il y a des patients qui vont avoir une dizaine de médicaments prescrits en si besoin. Et ce si besoin, finalement, il y a vraiment un enjeu de travail d'équipe, c'est-à-dire que les équipes de proximité proches des patients et qui vont avoir des échanges avec les patients et qui vont se rendre compte que finalement les médicaments ne sont pas pris ou ne sont pas utilisés, et il y a un enjeu fort de le faire remonter au niveau médical parce que donc là, on parlait de santé environnementale. Un si besoin est forcément dispensé en ville, alors même si c'est plus limité aujourd'hui. En EHPAD, il y a un enjeu aussi si le prescripteur met un si besoin, c'est parce qu'il a besoin de connaître aussi l'évolution du patient pour peut-être parfois mettre en place des médicaments en systématique. Donc, et il faut faire attention parce que parfois, il y a des si besoins qui sont prescrits qui, au bout d'un moment, vont pouvoir... il y a un risque d'erreur, de confusion et plus il y a de si besoin, plus il y a des risques d'erreur. Donc oui, moi, je le considérerais. Très bien. Alors, une autre question qui concerne le domicile. Y a-t-il des outils pour connaître les traitements d'un patient à domicile et les modifications éventuelles? Au domicile,
Alors, vous rapprochez du pharmacien, donc je pense que du pharmacien d'officine du patient. Ça peut être un outil. Interroger le patient, c'est un premier échange avec le patient, de savoir ce qu'il prend, en lui demandant bien l'ensemble de ses traitements et jusqu'à l'automédication. Et le pharmacien d'officine, finalement, ils ont souvent aujourd'hui un dossier pharmaceutique qui permet d'avoir l'historique des traitements qui sont prescrits. Donc ça, c'est à l'aide de la carte vitale. Et donc là, comme ça, ils savent tous les médicaments qui sont pris actuellement, en tout cas délivrés aux patients. Et le nouvel outil qui devrait, j'espère, arriver de plus en plus auprès des professionnels de ville, c'est le bilan thérapeutique qui est réalisé au travers de la conciliation médicamenteuse, ou en tout cas dans les comptes rendus d'hospitalisation qui vous permettent d'avoir les traitements qui sont maintenus ou non au cours d'un transfert dans un établissement sanitaire pour s'assurer qu'il n'y ait pas de reprise de traitement à tort, par exemple, au retour à domicile. Et comment peut-on être certain qu'un événement indésirable est lié à une polymédication? En échangeant avec c'est souvent l'analyse médicale, le diagnostic. Ça fait partie des... Alors, s'il y a des médecins qui veulent intervenir, n'hésitez pas aussi, hein. Moi, je dirais que ça fait partie des diagnostics différentiels. Faut éliminer que ce soit pas lié à un médicament. Il faut peut-être plus voir la chose dans le sens inverse, c'est vous avez un effet indésirable. Est-ce que il faut savoir qu'il y a des effets indésirables qui peuvent être liés à des médicaments et il y en a qui sont vraiment flagrants. Quand vous avez un effet indésirable grave, je sais que souvent on vous demande d'avoir la liste des médicaments qui sont pris pour pouvoir l'imputer ou non à un traitement. Après, il y a des experts qui peuvent être sollicités, le centre de pharmacovigilance peut être sollicité, ou sinon les fiches de formation qu'on vous transmettra là dans le chat ou à la fin de cette présentation. Je pense notamment à iatrogénie et chute. On a des médicaments où on sait qu'ils sont vraiment plus pourvoyeurs de chute que d'autres. Alors, on a un retour d'expérience que je vais vous lire. Donc, difficulté de faire revoir les prescriptions par les médecins qui viennent souvent à domicile avec l'ordonnance déjà faite des trimestres précédents et qui oublient de prendre en compte des changements, compte rendu de consultation de spécialistes hospitaliers ou non. Le DMP n'est pas forcément utilisé par tous les professionnels. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça, Adeline. La dynamique est en cours pour essayer de pousser à cette utilisation une collaboration pluridisciplinaire. Donc, vous pourriez faire remonter, mais je sais bien que parfois c'est compliqué, hein, faire remonter effectivement des informations qui sont enregistrées dans des comptes rendus et de s'assurer que le médecin traitant est bien reçu. J'ai pas de notion de savoir si les médecins traitants sont formés plus souvent au DMP. Je pense qu'effectivement, il y a des actions qui sont portées en lien avec les CPTS, mais ça, je peux pas me prononcer dessus. Mais lâchez pas et continuez quand vous avez des informations complémentaires que vous pouvez transmettre aux médecins traitants, faites-le. En tout cas, vous êtes dans votre responsabilité, dans votre droit professionnel aussi de faire remonter ces infos qui sont essentielles pour le patient. Et le patient peut participer aussi à impliquer le patient et les aidants en disant il y a eu cette modification, hein. Parfois plus facile à mettre en place. Très bien. Il y a un retour. Alors, il y a quelqu'un qui nous a dit que des expériences vont être lancées dans certains départements pour analyser les pharmacies des assurés via les IDEL afin d'adapter les prescriptions avec les médecins généralistes et les pharmaciens, si j'ai bien compris. Bon, je ne sais pas si vous voulez intervenir, Monsieur Varnier, c'est vous qui avez mis le message, peut-être en dire davantage. Oui, bonjour tout le monde. Mais en fait, c'est par rapport à ce que vous avez dit juste avant. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Alors, des prescriptions, moi, je travaille
pratiquement exclusivement sur mon temps de travail sur ce sujet-là. Donc, c'est un mot que j'aime bien. Voilà, mais c'était juste pour dire effectivement que le 44, en tout cas, s'est lancé dans cette expérimentation que la Caisse nationale, donc c'est moi qui suis employé à la Caisse primaire de Loire-Atlantique, qui a mis les premières questions. Merci d'y avoir répondu d'ailleurs. Et donc, c'était juste pour vous informer que voilà, il y a des expérimentations qui sont faites et voir si ça fonctionne bien. Ça pourrait être une des interventions qui seraient rémunérées dans le droit commun. Et qui pourrait être diffusé au niveau français. L'objectif, bien sûr, c'est d'analyser ce qu'il y a dans les armoires des assurés et puis peut-être de voir pourquoi le médicament n'a pas été pris. Est-ce que voilà, c'est un problème de prescription? Est-ce que c'est un problème de non-prise? Est-ce que c'est un problème de surprescription? Enfin voilà, et du coup, ça rejoint peut-être l'autre question, de ne pas hésiter à ce que l'IDL fasse un retour aux médecins et aux pharmaciens pour réadapter dans les meilleurs des cas une meilleure prescription. Donc ce ne serait pas forcément de la déprescription, mais en tout cas une meilleure prescription effectivement vers l'assuré, quoi. Merci beaucoup. Oui, hâte de voir ce que cette expérimentation ressort parce que si c'est rentré dans les mœurs, je pense que c'est quelque chose qui peut être pris en compte par l'ensemble des équipes justement pluridisciplinaires de ville. Donc ça va être intéressant. Et je sais que les infirmières au domicile sont très impliquées sur ce surstockage de médicaments. Et effectivement, elles ont aussi une proximité avec les aidants et les patients quand elles se déplacent au domicile pour avoir cette vision que le pharmacien et le médecin n'ont pas du tout. On sait que c'est déjà des choses qu'elles font par ailleurs, et l'objectif c'est là de rémunérer le temps qu'ils y passent, parce qu'il y passent, pardon, parce qu'il y a des hommes. Donc voilà, ça serait logique que ce soit rémunéré, que ce soit considéré comme un acte à part entière et un acte médical. Et je réponds aussi également à une autre question. Vous n'aviez pas forcément la réponse, Madame Boudet, concernant les actions qu'on peut faire chez les médecins généralistes qui ne réévaluent pas leur prescription. Donc effectivement, nous, Assurance Maladie, on fait beaucoup d'actions, soit par des thèmes nationaux, soit par des thèmes régionaux. On fait beaucoup d'actions auprès des médecins généralistes pour qu'ils réévaluent au maximum leur prescription. Voilà, je voulais juste préciser ça. Merci à vous. Merci. Merci. On a une autre info, donc encore 2 infos avant de terminer, sur la formation à l'outil Hommage qui peut aider à réduire le nombre de traitements. Je remercie Madame Musso, Sabrina, avec qui on est en pleine formation en cours, qui a participé aux premières réunions. Effectivement, la formation Hommage, c'est un entretien de compréhension, c'est de former à l'entretien de compréhension du patient. Et en fait, c'est effectivement identifier comment le patient peut de lui-même identifier en fait finalement ses priorités. Et avec cet échange avec le patient, vous pourriez aussi le faire adhérer à une diminution des prescriptions et des traitements, parce qu'effectivement, on voit bien que parfois ça peut être une problématique d'adhésion du patient, et donc ça peut être ouvrir une réflexion avec lui pour lui montrer que réduire sur ce nombre de traitements va pouvoir avoir un impact sur sa qualité de vie et sur la priorité qu'il souhaite engager dans son parcours de santé. Merci pour cette intervention. Et je terminerai sur une dernière réflexion d'un EHPAD qui dit qu'il y a un débat entre les différents professionnels, donc les cardios, les médecins traitants, les gériatres, sur la notion de personnes âgées, plus 65 ans, jeunes pour certains, pour d'autres non. Cette histoire de l'âge qui est au cœur des réflexions. C'est effectivement, c'est un point que je n'ai pas abordé parce que déjà, il fallait faire du tri sur la présentation. Mais finalement, l'âge, on pourrait encore avoir une nouvelle présentation, mais je pense que vous l'avez déjà eu dans le cadre du téléstaff. C'est aussi en lien avec la fragilité. On a des 65 ans ou des 75 ans qui vont prendre très peu de traitements, qui vont être robustes parce qu'ils vont avoir toute une activité physique, qui vont avoir de la chance aussi, la génétique, ça joue. Et donc, effectivement, l'âge n'est plus fort, ça nous aide à commencer à travailler sur des actions, et ça nous aide à limiter, mais finalement, il n'y a pas d'âge pour être jeune et il n'y a pas d'âge pour être vieux. Voilà. C'est un débat qui, je pense, ne sera pas fini. Tout dépend du sujet que vous voulez traiter. Et donc là, je pense qu'effectivement, de nombreux médicaments prennent en compte une certaine fragilité quand il y a une polymédication.
ça prend en compte une fragilité et donc effectivement, on peut considérer que c'est une population à risque et donc population qu'on considère âgée. Merci Adeline. Je finis sur un dernier commentaire de la part du NIDEL qui dit que donc elle remercie pour son intervention et aussi que c'est difficile pour les infirmières libérales parce qu'elles passent beaucoup de temps à faire le point des boîtes restantes avant de demander le renouvellement. Grosse difficulté pour les patients à se retrouver avec les boîtes différentes selon le laboratoire. Oui, Voilà. et puis surtout qu'il y a des changements avec les pénuries de traitements, il y a des changements de boîtes, de forme, donc il y a un véritable accompagnement à faire auprès des patients, je sais. Et donc, moins ils auront de traitement, finalement, plus ce sera facile et il y aura moins de risques d'erreur. Mais bon, il faut les traiter quand même. Hein. Merci beaucoup à chacun. Eh ben, merci J'espère beaucoup avoir répondu Adeline. à la question, à la demande. Je pense que oui, on a pu répondre à toutes les questions, donc c'était important. Et merci pour ta présentation, pour le temps que tu as pu consacrer à ce téléstaff. Merci à vous tous d'avoir été connectés. Vous avez été nombreux aujourd'hui, donc c'est toujours appréciable de voir qu'on traite des sujets qui plaisent et qui répondent à vos demandes. C'était le dernier téléstaff de l'année scolaire, on va dire. On fait une petite pause estivale et on se retrouvera au mois de septembre pour parler d'oxygénothérapie chez le sujet âgé, qu'il soit à domicile ou en établissement. Et au mois de septembre, la petite nouveauté, c'est qu'on aura des attestations de présence pour les professionnels qui se connectent pour attester, voilà, prouver que vous êtes au téléstaff. Ça peut peut-être permettre à plus de professionnels de se connecter. Donc, ça sera la petite nouveauté du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite un bel été, passez de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.